Une vie, une œuvre, Pierre Bruegel l'Ancien, vers 1525-1569, proposé par Luc Ponette. Quand j'y pense d'ailleurs encore maintenant que la maison n'existe plus avec la famille à l'intérieur, mais chaque fois que je passais dans l'escalier à la hauteur de cette petite reproduction de Bruegel, ça me mettait dans des termes de bonheur. Tout de suite, j'étais tirée vers le spectacle d'ailleurs qu'on avait, mais d'abord le froid, la neige, tout le côté absolument, les arbres, une sorte de solitude magnifique. C'est ça qui m'a bercée dès le début et qui m'a attirée pour Bruegel. Si vous me demandez de définir d'un trait l'artiste suprême qu'était Bruegel, je vous dirais que c'est un gamin de village qui s'est fait peintre et qui est resté dans la vie le gars qu'il était à la campagne. Émile Verhaeren. Mais ce qui rend les couleurs merveilleuses dans le tableau, c'est la couleur du sol. C'est ce sable ensoleillé. C'est ça qui permet qu'on distingue chaque jeu, chaque détail. Tout est merveilleux. La Chute des anges est un tableau fabuleux parce que c'est un tableau purement imaginaire, par son sujet forcément, et auquel Bruegel a su donner une image qui est d'origine bochienne, mais qui a un contenu d'une part et un volume, je dirais, un relief extraordinaire que seul Bruegel a pu d'ailleurs lui donner. C'est vraiment l'espace qui est exprimé ici. Le ciel est tout puissant, il est présent, et la chute des anges rebelles qui sont transformés en des monstres est une chose qui ne cesse de tomber. N'est-ce pas? Ça continue à tomber quand on le regarde, et parce que les personnages ou les choses ou les objets ou les monstres qui disparaissent de l'autre côté du cadre dans le fond continuent à tomber, et au milieu il y a évidemment l'archange Gabriel d'or vêtu, si je puis dire, dans sa cuirasse dorée, qui domine la situation. Et alors vous avez des phénomènes absolument extraordinaires, c'est que cette chute commence dans le haut, presque indistinctement dans la partie lumineuse du tableau, et descend pour se formuler en des objets qui deviennent identifiables, comme un poisson qui est juste au-dessus du glaive de l'archange Gabriel, et qui est une juxtaposition quasi irréaliste, surréel, je ne dirais pas surréaliste, parce que le surréalisme a pris une autre connotation à notre XXe siècle, mais qui est irréaliste et qui est fabuleusement évocatrice, et cette formulation lente des objets qui tombent de la lumière et qui se formalisent au fur et à mesure qu'ils tombent, et qui continuent à descendre dans des chatoiements de couleurs, avec des éclats de rouge, des éclats de jaune, des éclats de toutes sortes de teintes, mais des teintes qui se fondent, qui s'agglomèrent, qui se prolongent l'une l'autre, et qui descendent évidemment plus vers le sombre, puisque c'est une chute. Et c'est là que c'est important aussi, c'est que cette chute est signifiée par le chromatisme, pas qu'il va du clair au sombre, mais que ce sombre n'est pas une fin en soi, elle se continue dans le nocturne, si je puis dire.
Philippe et Françoise Robert-Jones, si on veut raconter la vie de Pierre Bruegel, il y a peu d'éléments certains. Très peu, extrêmement peu. C'est une vie courte d'une part, puisque on ne sait pas tout d'abord quand il est né exactement, c'est entre 1525 et 1530, vraisemblablement du côté hollandais aujourd'hui, c'est-à-dire du côté de Bréda, et il meurt en 1568, donc il a vécu aussi fort peu de temps. Tout de même, il a fait ses études à Anvers, et ça on le sait, qu'il devient maître en peinture en 1551, et puis après cela, il va un peu travailler à Malines, et puis il ira se promener en Italie. Il fera donc le voyage d'Italie, ce qui est une chose assez fréquente pour les peintres de chez nous, et qui lui sera extrêmement profitable, puisqu'il en reviendra avec des dessins, et qui serviront alors à faire des gravures, car je crois que ce qui est important aussi chez Bruegel, c'est qu'il a été non seulement un grand peintre, mais un très grand graveur. Or, la gravure est fondamentale dans l'histoire de l'art de cette époque, puisqu'au fond, la gravure était un peu ce que la photographie est à notre monde contemporain, c'est-à-dire un moyen de connaissance, un moyen de diffusion, un moyen d'échange de style, et dès lors a joué un très grand rôle dans sa vie. Si on continue, donc les premières gravures paraissent dans les années 1555-56. Le premier tableau daté, connu, date de 1559. À ce moment-là, il vit toujours à Anvers, où il avait eu sa maîtrise, et il s'établira à Bruxelles en 1563. Donc il y a une période anversoise assez caractéristique, une période bruxelloise, puisqu'il s'établit à Bruxelles, et se mariant à Bruxelles, d'ailleurs à l'église de la Chapelle, où il sera enterré, et où, contrairement à ce que tu viens de dire, mais c'est pas une critique, il n'est pas mort en 68, il est mort en 69. Voilà, donc quelques dates, et les tableaux, en fait, s'étagent entre 1559 et 1568, 9, on ne sait pas, donc 10 ans pour une œuvre importante qui compte actuellement, d'après les dernières études, une quarantaine d'œuvres peintes, 60 dessins et à peu près 80 gravures. Dominique Rollin, dans les entretiens avec Patricia Boyer de la Tour, que vous avez intitulé Plaisir, vous écrivez: quand j'étais enfant, il y avait dans la montée de l'escalier de la maison une reproduction des Chasseurs dans la neige de Bruegel. Oui, oui. Vous savez, nous avons eu des hivers terribles en Belgique. Quand j'étais enfant, comme ça, nous habitions à Boisfort. Donc tout près de la forêt de Soignes. La forêt de Soignes, le bois de la Cambre, et nous allions souvent au bois de la Cambre, et alors il y avait de la neige gelée complètement, il y avait des pentes de ravins où tous les enfants de Bruxelles venaient. C'était déjà du Bruegel pour moi, et ça, je le voyais tous les jours en passant dans l'escalier. C'était agréable d'avoir du dehors à l'intérieur. Bruxelles, à l'époque, Philippe Robert-Jones, était une ville assez importante. Oui, c'est une ville importante, c'est une ville où se trouve, je dirais, le gouvernement de l'époque, et dès lors, si Bruegel s'y rend, c'est peut-être moins pour cette raison-là que pour des raisons d'ordre sentimental. Il épouse la fille de son ancien professeur, Peter Cook, et il semble, et ça c'est la légende, que la mère de cette jeune femme, Maiken Cook, qui était elle-même un peintre,
était inquiet d'une relation sentimentale que Bruegel avait à Anvers, et dès lors, lorsqu'il a épousé sa fille, a exigé qu'il se fixe à Bruxelles. Mais je crois que c'était aussi une bonne chose pour Bruegel au niveau professionnel, car en fait, Bruxelles est une ville qui devient importante. Anvers pâlit légèrement, qui était la ville la plus riche des Pays-Bas méridionaux, pâlit un peu parce que les difficultés économiques se font jour, et Bruxelles, dès lors, prend de l'importance puisqu'elle est le lieu de résidence de l'autorité de l'époque. En tant que philosophe de l'art, qu'est-ce qui vous intéresse chez Bruegel l'Ancien, Jacques Darriulat? Je crois que la raison qui m'intéresse le plus, et je dirais aussi en tant que la peinture incline à une réflexion philosophique, c'est une sorte de définition, la première prise de conscience dans l'histoire de la peinture de l'idée d'humanité. Et cette idée d'humanité ou d'humanitas, qui est au cœur de la Renaissance, et trouve une dignité, même si c'est une dignité parfois un peu ridicule, un peu cocasse, une dignité qui n'est pas sans appeler la pitié du peintre et des hommes sur les souffrances des hommes. Il y a donc cette notion d'humanité qui est nouvelle, je crois, et qui apparaît de façon avec une plénitude, avec une puissance sans précédent dans l'histoire de la peinture. Cette notion d'humanité, elle est au cœur de la Renaissance, bien sûr, de la Renaissance italienne, et enfin, Dieu sait combien la rivalité, l'opposition des deux génies du Sud et du Nord est fondamentale pour comprendre la peinture du XVe et du XVIe siècle. L'humanisme de Bruegel n'est pas celui des humanistes italiens. Cette idée d'humanité est fondamentale lorsque s'opère ce retour à l'antique qui caractérise la Renaissance. Il me semble qu'il y a chez Bruegel un humanisme qui est proprement nordique et qui s'oppose à l'humanisme italien. L'humanisme italien, très profondément ancré sur la redécouverte des textes de l'Antiquité, et cela depuis le XVe siècle, depuis Pétrarque, eh bien, l'humanisme italien renvoie à une certaine conception stoïcienne du héros qui résiste au coup de la fortune par la puissance de sa virtu. Cela est très sensible, par exemple, dans la peinture d'un Mantegna, où les personnages de Mantegna prennent figure de colosses, d'athlètes païens, la musculature puissante des sculptures de l'Antiquité, et l'homme, l'essence de l'homme, ce qui fonde l'humanité en l'homme, c'est cette vertu héroïque inspirée du modèle antique, qui le fait se tenir droit et digne devant les assauts de fortune. Il me semble au contraire que chez Bruegel, on a une autre idée de l'humanité qui est une idée beaucoup plus chrétienne que antique. C'est-à-dire que l'humanité n'est pas cette figure héroïque qui s'élève avec majesté dans l'histoire, mais d'abord, ce sont des gens simples, et ce sont surtout des paysans. C'est dit, ce sont des kermesses, des bals de paysans, ce sont aussi des armées, comme dans l'admirable Conversion de Saint Paul, c'est aussi une foule de techniciens, d'artisans, comme dans la Tour de Babel de Vienne, et ce sont donc des gens de métier qui travaillent ou qui dansent ou qui se réjouissent pour un jour de fête, non pas des héros ni des seigneurs, mais des gens simples, qui ne présentent pas de l'homme une image solennelle, grandiose. Ils sont bien souvent ridicules, cocasses. On a cru, sans doute à juste titre, trouver dans les tableaux de Bruegel des sentences morales qui condamnent la futilité ou la versatilité des hommes, leur inconstance et leur péché. Donc c'est une humanité pécheresse,
une humanité pauvre, humble, mais joyeuse, extraordinairement active, toujours en train de se démener à la façon de cet extraordinaire tableau qui montre les jeux d'enfants et qui est en fait une sorte de transposition de l'agitation humaine dans le registre des jeux d'enfants. Une humanité donc très vivante et en même temps très souffrante. Bruegel me fait songer à ce pauvre marchand d'images chez qui je me rendais chaque dimanche, au temps de mon enfance. Seulement, ce n'est ni de l'ogre, ni des fées, ni du petit poucet dont le grand artiste nous entretient, mais de la vie humaine tout entière. Quand il nous montre le massacre des innocents, c'est toute la douleur subie par l'homme. Quand il nous montre la montée au calvaire, c'est toute la religion. Quand il nous montre la cuisine des gras et des maigres, c'est la gourmandise ou bien la faim des possédants et des gueux. Quand il nous montre la bataille des tirelires et des coffres-forts, c'est toute la cupidité qu'il flétrit. Et quand enfin il nous intéresse au sort d'Icare, c'est tout l'orgueil qu'il combat. Émile Verhaeren. La plupart des œuvres de Bruegel sont datées, ce qui n'était pas tout à fait la règle à l'époque, Philippe Robert Jones. Non, en général, les peintres ne dataient pas leurs œuvres, mais ici, elles sont datées, et je crois qu'elles sont surtout datées parce que, précisément, l'eau forte ou la gravure en général implique une date de publication. Et dès lors, peut-être que, comme il a commencé par faire de la gravure en série, a-t-il pris l'habitude de dater ses œuvres plutôt que de ne les laisser sans date? Alors ici, nous sommes en présence de la luxure, qui est un des 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux, eh bien les péchés capitaux appartiennent à la période de Bruegel que l'on pourrait qualifier de boschienne, parce que c'est incontestablement Jérôme Bosch qui est à la base du vocabulaire de Bruegel dans toute cette série, et comme il est à la base du vocabulaire de Bruegel dans les premières œuvres même de Bruegel. La chute des anges rebelles, par exemple, du musée de Bruxelles, est très typique à cet égard-là, et n'est pas sans similitude avec cette planche de la luxure, qui, fait allusion forcément à ce péché dit capital qui est celui de la sexualité, dans toutes ses déviances et dans toutes ses affirmations, si l'on peut dire. Au centre de la composition, vous avez l'arbre creux, qui est le symbole même du péché, où les choses se cachent et se font dès lors. Mais ici, non seulement elles se font là, mais elles s'affirment partout. Il y a des tas de groupes qui sont très éloquents dans leur gesticulation. Et c'est une œuvre qui est très importante. C'est ici le dessin qui sert donc à être gravé par la suite, parce qu'il faudrait peut-être ajouter que Bruegel n'a jamais gravé lui-même, sauf une eau forte, mais il faisait pour la gravure des dessins à ce point précis que quelquefois même il inversait certains gestes afin qu'ils soient par inversion reproduits d'une façon juste. C'est-à-dire qu'il pouvait très bien mettre un personnage gaucher afin que lorsqu'il est imprimé, il devienne droitier. En fait, ce qui est intéressant aussi dans ces gravures, c'est que sur des petits formats, donc la plaque de cuivre, il arrive à donner une notion encyclopédique d'un problème. Par exemple, la luxure, bien, tous ces petits groupes s'inscrivent autour d'un groupe central, qui est cet arbre creux, mais se disposent d'une façon extraordinaire, et c'est en fait un système de composition qu'il emploiera par la suite dans ses tableaux. Et son grand sens de la synthèse qui caractérise justement sa peinture, à côté d'un esprit soi-disant anecdotique, mais qui est tout à fait erroné, ce sens de la synthèse, il le doit certainement à ce travail fait pour la gravure dans ces petits formats
pour le cuivre. Patrick Rogiers, dans La Belgique, le roman d'un pays, vous écrivez que Pieter Bruegel l'Ancien incarne les absurdes extravagances du monde renversé. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire le renversement de l'ordre de la raison. On dit d'ailleurs que c'est ainsi que la mort le foudroya, la tête entre les jambes, c'est-à-dire regardant le monde cul par-dessus tête. Et moi, ça me parle d'une part, et puis ça me paraît très métaphorique, enfin très poétique, de l'attitude profondément belge du monde, qui est extraordinairement dissidente, radicalement, intrinsèquement dissidente du point de vue français. C'est-à-dire un point de vue déraisonnable, un point de vue désordonné, pas un point de vue brouillon, mais un point de vue qui renverse l'habitude du monde et qui le réinvente dans son délire. Je pense qu'en ce sens, ça n'est pas si éloigné du nonsense anglais, incarné par Edward Lear et Lewis Carroll, qui ont eux-mêmes beaucoup dessiné des personnages à la renverse. C'est-à-dire la perte horizontale des repères. C'est ce que font les enfants d'ailleurs, marcher sur les mains. S'amuser à aller tête en bas, les pieds agrippés au ciel. Et je trouve que cette métaphore poétique de Bruegel est géniale, et si géniale qu'elle perdure. C'est-à-dire que je crois que tout l'art belge, de Wiertz à Spiliart, à Ensor à Magritte, vient au fond de cette culbute d'essence et de ce sens du déraisonnable magnifique qui fait entrevoir le réel sous un angle neuf et ludique. Eloísa Novaes, vous êtes peintre et née au Brésil, dans Minas Gerais. Oui, c'est bien ça. Alors le combat de Carnaval et Carême, ça vous dit quelque chose? Ouais, ça me rappelle mon enfance sur plusieurs aspects, mais notamment parce que si on parle du tableau entier, d'abord c'est cette quantité de gens extraordinaires qui font tant de choses, les uns du côté gras, du côté encore du carnaval, et les autres du côté maigre qui s'annonce donc carême. Du côté gras, il y a ce personnage qui est comme que tiré par une petite procession qui lui suit et qui sont tous un peu joyeux et peut-être même un peu ivres, masqués. Lui, il tient une espèce de lance avec un pic, un métal qui tient la tête d'un cochon, un poulet, une saucisse. Ils sont plutôt bruyants, on voit bien qu'ils sont bruyants. Et juste venant de la droite du tableau, vient un cortège aussi sur un petit chariot, un personnage squelettique alors que le gras était plutôt grassouillé, comme le roi Momo, on appelle Momo au Brésil, le roi du carnaval. Et c'est lui qui représente l'annonce du carême, est extrêmement squelettique. Et ce qui me rappelle notamment mon enfance, c'est juste derrière ce petit nombre de personnages qui tiennent des crécelles. Car dans ma toute petite ville de Saint-Jean-de-Ré, on annonce jusqu'aujourd'hui Pâques par le jeu des crécelles.
Les nantis sont très peu nombreux dans l'image de ce tableau. La majorité des gens, on voit bien que ce sont soit des paysans, soit du petit peuple, et ce qui donne raison peut-être à ce monsieur Dvořák qui a dit que Bruegel c'était le Shakespeare de la vie populaire, et c'est assez vrai, parce que tout ça c'est quand même un peu misère et complexité de l'être humain mis en scène dans ce carnaval et dans ce carême. Vous écrivez aussi, Dominique Rollin, très tôt, mes parents m'ont emmené dans les musées en Belgique, et j'ai été fasciné par Bruegel et par la magie de Bruegel, et le noyau de mon écriture se trouve là. Mais oui, je n'ai commencé à écrire que assez tard d'ailleurs. Quand j'étais petite, je dessinais surtout. Mais dès que j'ai commencé à écrire, j'ai senti que tout ce côté de mon pays natal était là, comme un énorme bloc de neige, de glace, de ciel froid, qui m'émerveillait absolument. Et c'est ainsi que le tableau de Le Grit, ce fameux tableau a irrigué, si je puis dire, votre roman, qui s'appelle du même nom, de Le Grit. Oui, absolument. Parce que tous mes livres sont toujours, s'installent, si vous voulez, sur un souvenir d'enfance ou d'extrême jeunesse. Parce que vous savez, un souvenir n'est pas simplement une chose flottante, extérieure à soi. Ça doit absolument émaner de l'être, dans mon cas, c'était dans tout cas comme ça, et construire autour de moi une sorte de paysage avec ses arbres, avec ses ciels, avec ses saisons, avec ses matins, ses soirs, ses lumières, qui sont tellement particulières en Belgique. C'est en fait une image de la colère, de l'agressivité. C'est une image traditionnelle du vocabulaire flamand, mais c'est surtout une évocation presque insensée de la méchanceté, de l'enfer qui se trouve à gauche du tableau, vers lequel elle se dirige d'ailleurs, comme une furie. Et elle fait des petits, en ce sens qu'il y a quantité de petites de Le Grit qui sont aussi agressives qu'elle et qui assaillent la population. Il y a tout un vocabulaire qui est issu de Jérôme Bosch, certainement, dont ce grand personnage avec une barque sur la tête et un globe, et qui domine le centre de la composition. Il y a des détails tout à fait extraordinaires, comme des pièges à étourneaux qui se trouvaient sur les façades des maisons du Brabant, de la région de Bruxelles ou Anvers, puisque ce tableau date encore de l'époque anversoise. Mais dans les Pays-Bas, il y avait donc des pièges à étourneaux sur les maisons. Eh bien, ici, l'enfer, les yeux de l'enfer sont surmontés de sourcils faits de pièges à étourneaux. Il y a quantité de détails, il y a des bulles à la Jérôme Bosch, il y a surtout une lumière fabuleuse, qui est une lumière rouge de sang, d'horreur, d'incendie, avec quelques éclairages un peu plus clairs, mais il y a surtout et ce côté aussi théâtral que Antonin Artaud avait d'ailleurs distingué dans le théâtre et son double, l'inquiétante et mystérieuse de Le Grit de Bruegel-le-Vieux, où une lueur torrentielle et rouge, bien que localisée dans certaines parties de la toile, semble sourdre de tous les côtés, et par je ne sais quel procédé technique bloquer à 1 mètre de la toile l'œil médusé du spectateur. Et de toutes parts, le théâtre y grouille, une agitation de vie arrêtée par un cerne de lumière blanche vient tout à coup buter sur des bas-fonds innommés.
un bruit livide et grinçant. C'est vrai que ça fait du bruit. C'est un peu comme dans la chute des anges rebelles où on a l'impression d'un bruit métallique à la fois et de bruissement d'ailes de papillon. Enfin, ici, c'est une incidente. Je reprends Artaud. Un bruit livide et grinçant s'élève de cette bacchanale de larves où des meurtrissures de peau humaine ne rendent jamais la même couleur. La vraie vie est mouvante et blanche, la vie cachée est livide et fixe, elle possède toutes les attitudes possibles d'une innombrable immobilité. C'est du théâtre muet, mais qui parle beaucoup plus que s'il avait reçu un langage pour s'exprimer. Oui, je crois qu'il est important de dire justement l'importance, le rôle que joue l'œuvre de Bruegel dans la littérature auprès des écrivains, auprès des poètes aussi. Et je crois que cette renaissance de l'intérêt pour Bruegel qui se manifeste à la fin du 19e, 20e siècle et aujourd'hui est due aux écrivains. Ce sont les écrivains qui ont retrouvé Bruegel. Bruegel a été connu, admiré, copié, dévoyé, si je puis dire, au niveau de la peinture, parce qu'on a fait des mauvais Bruegel après Bruegel, qu'on essaie de nous montrer comme étant, ou nous faire croire que ce sont des copies réelles de Bruegel, alors ce sont des fantômes de Bruegel. Et donc ça s'est arrêté vers le XVIIIe siècle. Et alors au XIXe et surtout au XXe, on a retrouvé Bruegel, et ce sont des gens comme Émile Verhaeren, comme William Carlos Williams, comme Yourcenar, qui ont reparlé de Bruegel et qui ont redonné à Bruegel ce contexte et qui ont été, je dirais, fouiller Bruegel pour y trouver des réminiscences et des signes avant-coureurs de notre sensibilité d'homme du XXe siècle. Parce qu'enfin, Delegrit en est un bon exemple, mais prenez le Triomphe de la mort, c'est vraiment une vision prémonitoire de ce que sera Dachau, Buchenwald et le reste, n'est-ce pas? C'est extraordinaire quand on voit ces tableaux. Alors, qu'est-ce qu'il dénonce à son époque, Florence Zavolder? Bruegel est un humaniste. Il est profondément sensible, comme souvent les êtres, les artistes, si vous voulez. Il vibre de toute la violence du temps. Et donc, il va faire un certain nombre de tableaux qui vont effectivement dénoncer cette violence. En particulier, le Triomphe de la mort, qui est un tableau qui est fait vers les années 62 et qui récapitule en quelque sorte l'absurde de cette violence dans ce pays de Flandre. Ce qui frappe en particulier, c'est évidemment, il y a encore un surréalisme à la Boche dans tous ces spectres et tous ces squelettes que l'on peut voir rassemblés en armée et qui continuent même encore, n'étant plus que squelettes, à vouloir apporter la mort, à la déplacer dans tout l'espace dont ils s'approchent. Mais on voit aussi à travers ça qu'ils portent des étendards et ils représentent en quelque sorte dans cette folie les corps constitués qui sont dénoncés par la même et qui sont en particulier l'occupant espagnol, les soldats et aussi le clergé. Donc on voit que les élites sont emportées dans une sorte de folie et dont le peuple est la victime, car on voit au centre évidemment des êtres martyrisés, des femmes, des enfants qui sont pris dans cet conflit bouleversant d'absurde. On dirait presque quelque chose de prémonitoire, c'est qu'on assiste au fond, comme vous pouvez voir, à une sorte de guerre des tranchées. Les squelettes, c'est toujours des squelettes puisqu'ils ont des étendards, mais ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont pas de casque, pas de vêtements militaires, mais ils sont là présents et ils déversent
vraiment, on peut dire, une sauvagerie. On assiste aussi sur la gauche, quand vous regardez le tableau, aux gens auxquels on met une pierre au cou pour les noyer. On assiste à toutes sortes d'événements, une roue probablement pour martyriser un autre. Mais c'est toujours des squelettes qui pratiquent cette sauvagerie. Donc, volonté de montrer l'absurde, et puis aussi peut-être volonté de ne pas insister trop sur les uniformes qui étaient portés, parce qu'il y a aussi le problème de la censure. Donc on va voir comment effectivement il va passer la censure. Oui, qui est dans des tonalités plutôt dans les ocres et les bruns, le brun de la désolation d'un paysage qui est tout à fait, il y a rien de vert, tout est déjà brûlé par les feux, par la guerre, par cette mort qui envahit tout. Et de nouveau, Bruegel n'a pas inventé cela, ça se trouvait au XVe siècle, au Camposanto de Pise, le triomphe de la mort. Bon, c'est un sujet, je dirais, récurrent. Au Palais Sclafani de Palerme, il y a un triomphe de la mort. On a dit que peut-être Bruegel l'avait vu, s'il avait été jusqu'en Sicile, on n'en sait rien. Mais il en fait de nouveau une chose d'une humanité fondamentale et de tous les temps. Il y mêle aussi toutes les classes sociales, puisque cette mort, ces squelettes qui envahissent tout le tableau, s'attaquent aussi bien à l'empereur, à un membre du clergé qui lui aussi s'effondre sous un squelette qui vient l'assaillir. Il y a la paysanne, il y a le bourgeois, il y a tout le monde. Il y a seulement les amoureux dans le coin droit. Ils sont sauvés. On espère qu'ils sont sauvés, mais on pense que ce n'est qu'un répit, parce qu'ils sont là occupés à jouer de la musique. Il y a toujours chez Bruegel le contre-pied. Il y a toujours une note haute, très différente. Et même une note d'humour, car tu as le fou ici qui se cache sous la table pour échapper à la mort. Il y a à la fois une cruauté, une gourmandise dans le triomphe de la mort. Il y a une sorte de vue horrible du monde. Les gens, c'est de la boucherie. Et dans un tout petit coin du tableau, il y a un seul petit couple, l'homme et la femme, en train de jouer de la musique, et qui sont deux petites fleurs qu'il a ajoutées un tout petit peu comme un appoint de plus à ce paysage immense de cruauté. Les cocasseries de Bruegel le Drôle donnent le vertige. Comment une intelligence humaine a-t-elle pu contenir tant de diableries et de merveilles, engendrer et décrire tant d'effrayantes absurdités? Je ne puis le comprendre, ni en déterminer positivement la raison. Mais souvent, nous trouvons dans l'histoire, et même dans plus d'une partie moderne de l'histoire, la preuve de l'immense puissance des contagions, de l'empoisonnement par l'atmosphère morale. Et je ne puis m'empêcher de remarquer, mais sans affectation, sans pédantisme, sans visée positive, comme de prouver que Bruegel a pu voir le diable en personne, que cette prodigieuse floraison de monstruosité coïncide de la manière la plus singulière avec la fameuse et historique épidémie des sorciers. Baudelaire. Tout le début de la vie de Bruegel, c'est l'époque de Charles Quint en plein, mais Charles Quint ne résidait pas chez nous,
C'est d'abord Marguerite d'Autriche, puis Marie de Hongrie, puis Marguerite de Parme. Et en fait, toute cette époque est caractérisée par une espèce de force, de pression du catholicisme, par les placards, et aussi le fait qu'on interdisait, on contrôlait les publications, on interdisait les prêches clandestins, etc. Il faut bien se mettre dans la tête que c'est l'époque de la réforme qui commence à avoir beaucoup d'influence. C'est aussi l'époque du début de la contre-réforme et de la création de la Compagnie de Jésus. Enfin, il y a toutes les forces, à la fois catholiques et protestantes, qui se mettent en mouvement. Et en fait, tout cela sera renforcé sous le règne de Philippe II, puisque Charles Quint abdique en 1555 et Bruegel est au centre de toutes ces tensions, et donc les hérétiques d'un côté, les protestants de l'autre, les catholiques. Et on retrouvera chez lui, je crois, toutes ces forces contradictoires, pas d'une façon très visible, mais très, très souterraine et très présente. Alors, ce monde renversé, Patrick Rogiers, nous amène aussi à une chute dans la fameuse parabole des aveugles. C'est l'aspect grégaire de l'individu, c'est-à-dire qu'un aveugle suit un aveugle qui suit un aveugle, et le premier aveugle entraîne les autres dans la chute, c'est-à-dire dans le gouffre. Or, c'est l'inversion de la métaphore habituelle que l'on trouve dans le théâtre, notamment par exemple chez Sophocle ou dans le mythe d'Édipe, où on dit que l'aveugle, ou dans le Roi Lear par exemple, où on dit que justement l'aveugle est le voyant et le clairvoyant. Et justement, la cécité est prise chez Bruegel dans le grand thème de la vision et de la vue. Et donc, effectivement, la cécité, mais aussi l'œil, l'obsession de l'œil, l'obsession de l'orbite, est extraordinairement présente dans la peinture belge, par exemple chez Magritte. On voit à quel point l'ouverture de l'œil, à quel point voir clair, à quel point ouvrir les yeux, mais ouvrir les yeux, c'est-à-dire l'orbite qui contient, comme l'a montré Magritte, le monde en lui-même, c'est-à-dire que le monde n'est pas à l'extérieur de ce qu'on voit, mais il est au sein du corps de l'homme, puisque c'est la vue qui invente le regard. Je ne puis rien pour eux. Les fossés sont si profonds. Ils ne chanteront plus, les aveugles, et leur route est achevée. Reposez en paix, mes frères, dans le vieux limon dont tout mortel est pétri. La nuit avance. Je vais regagner mon arbre où, parmi les oiseaux endormis, je prierai pour vos âmes aveugles, pauvres aveugles. Il sort, le carillon teinte joyeusement aux confins du crépuscule. Michel de Gelderode. L'œuvre de Bruegel est une œuvre toujours ouverte. Et ça, je suis convaincu que c'est ça. Je crois qu'on a trouvé, et tout le monde trouve, et nous le savons puisqu'on a regardé Bruegel d'un peu près, et en étant peut-être moins déformé que beaucoup de spécialistes, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la période de Bruegel, je suis plutôt un homme du 19e et du 20e siècle, mais je crois que
nous avons pu voir que les interprétations que l'on donne de Bruegel sont infinies. On y trouve des allusions à la politique, on y trouve des allusions à la religion, on y trouve des allusions à toutes sortes de... à l'alchimie même. Il y a d'ailleurs un dessin sur l'alchimie, l'alchimiste. Mais je crois que tout ça, c'est des choses qui vivaient et qui se disaient de son temps, dont il rendait compte, mais qu'il ne prenait pas parti. Ce sont des œuvres, je le répète, qui restent disponibles au regard de tout autre être humain de son temps et d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui fait la pérennité de l'œuvre de Bruegel. Sa touche, c'est complètement différent de Bosch, par exemple, qui était plus lisse, plus ordonnée. Même si les choses sont extrêmement réfléchies et fantastiques chez Bruegel, sa touche est plus nerveuse. Si ça dépasse un tout petit peu le coup de brosse, c'est pas important, ça donne du mouvement, une certaine nervosité. Ça lui donne une grande modernité, je trouve, à ces tableaux. Et c'est peut-être pour ça qu'il nous fascine aussi. C'est que ça continue de nous dire énormément. Et ils me disent énormément par la mémoire, par la connivence dans cette mémoire, parce que ça réveille en moi des choses vécues, des choses vues aussi. Mais aussi, je crois que c'est son traitement de couleurs qui me ravit, parce ce sont des couleurs jamais anodines, et surtout la manière comme il les met les unes proches des autres, de façon tellement... C'est un réfléchi qui me paraît naturel, parce qu'il y a des réfléchis qu'on sent que la célébralité, n'est-ce pas, du réfléchi. Et la sienne, sa manière de voir, de pratiquer sa peinture, elle est pensée, elle est très pensée, la peinture de Bruegel, mais en même temps, elle est drôle aussi. Il y a un autre exemple, Eloïsa Novaes, c'est l'Adoration des mages, qui est ce tableau qui est conservé à la National Gallery à Londres. Oui, et qui, pour ce que j'ai lu dans cet article dans le livre d'Arras, on n'y voit rien, qui s'appelle L'œil noir, ce tableau qui est un vertical, c'est pratiquement des seuls tableaux que Bruegel a peint en vertical, parce qu'en général, on voit ces tableaux sont toujours en largeur. Est-ce qu'il se sentait étriqué? Parce qu'on dit ça quand on prend des toiles en hauteur. Est-ce qu'il se sentait étriqué? Est-ce que, au contraire, c'était à cause de la naissance de son fils, qui était de la même année qu'il a fait ce tableau, Peter qui est devenu peintre comme lui? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'ai lu cet article merveilleux d'Arras, qui a énormément d'humour, parlant de ce tableau, je l'ai regardé différemment. Et c'est vrai que les personnages qui sont dans le fond, ça fait vraiment une pièce de Shakespeare, un peu. Le personnage âgé, très âgé, qui au fond est à l'écoute du personnage qui lui parle à l'oreille, ça pourrait être King Lear un tout petit peu, mais qu'est-ce qu'il écoute? Et lui et l'autre qui lui parle à l'oreille sont pratiquement avec un autre personnage qui les observe, les seuls qui ne regardent pas vraiment le petit Jésus qui est là. Et il y a Balthazar qui est à genoux et qui, comme s'il va vérifier si ce Christ est vraiment un garçon, donc par son sexe. Ce qui est magnifique, c'est quand même les couleurs dans le tableau, parce que ça commence, quand on regarde ce tableau, la première chose qu'on voit, c'est quand même l'habit rose
sur Balthazar. Et puis tout de suite après, l'œil est comme que attiré par le manteau, la cape bleue de la Vierge Marie. Il y a juste dans le côté centre droit du tableau, où il y a le pied de Gaspard, qui sont bottés avec une espèce de botte très souple, rouge, belle d'ailleurs. Il y a de la terre comme ça, et il y a Balthazar qui lui a laissé donc son chapeau, son sceptre, des objets de sa parure par terre. Donc il y a un espace comme ça qui nous fait, au contraire, cet espace, il ne nous fait pas perdre la vision, au contraire, il centre le regard vers la scène principale, donc la vérification du sexe du petit Jésus. C'est le temps de la maturité, Philippe Robert Jones, avec ce paysage d'hiver, avec patineurs et trappe à oiseaux. Oui, c'est un des tableaux qui a eu le plus de succès d'ailleurs, parce que je crois qu'on en connaît environ une soixantaine de copies. Mais aucune des copies, enfin, je ne les ai pas toutes vues, mais enfin, nous en avons vu un certain nombre, mais celle-ci est inégalée et inégalable, je crois, parce que ici, à nouveau, Bruegel nous donne cette interpénétration, si je puis dire, de l'humain et de la nature, avec les humains au premier plan. On peut dire que c'est l'atmosphère qui est déterminante dans ce tableau. C'est le bistre, c'est le gris, c'est le brun du lointain, d'une journée embrumée, et où on a le sentiment que Bruegel est presque de nouveau à l'avant-garde de la peinture de son temps, et certainement de son temps, mais presque un signe avant-coureur de ce que la peinture va un jour découvrir, c'est-à-dire l'impressionnisme. Et je crois que ça, c'est très important, et c'est sans doute le tableau de Bruegel qui nous donne cette sensibilité nouvelle de la peinture, de ce caressement, si je puis dire, de la lumière qui sourd lentement dans le lointain, et qui fait qu'il y a une sorte à la fois d'accueil, de repos et de rêve, puisque l'on ne distingue. Il faut un certain temps pour distinguer la ligne d'horizon, il faut un certain temps pour déchiffrer le paysage. Et là, de nouveau, c'est typique de ce génie bruegelien qui approche les choses, soit avec vivacité, soit avec une sorte de langueur, une sorte d'attente. Jacques Darula. Enfin, c'est vraiment le peintre des foules. Par exemple, la prédication de Jean-Baptiste, on voit à peine Jean-Baptiste, mais on voit toute la foule de ceux qui écoutent le prédicateur avec passion. On a pensé d'ailleurs que c'était une image qui représentait une réunion clandestine de réformés qui écoutent un prédicateur hors de la ville, dans la forêt. Et là encore, le véritable sujet, c'est la foule, c'est le peuple qui se rassemble. Comme dans la kermesse, certes, on peut isoler des détails qui souvent font référence à une culture folklorique très savante, très précise. De ce point de vue-là, la peinture de Bruegel nous apporte des informations très précises sur deux plans, les traditions folkloriques et des usages qui sont tout à fait tombés en désuétude, mais que nous pouvons retrouver par une analyse précise des tableaux. Et aussi, ce qui est remarquable, c'est que les tableaux de Bruegel nous apportent souvent une information extrêmement précise sur l'outillage du temps. Il y a une estampe, celle de la patience, je crois, dans la série des vertus, eh bien, qui nous montre le matériel du filage.
avec une précision tellement extraordinaire que on a là véritablement, ce détail de l'estampe nous permet de reconstituer un rouet, un métier à tisser comme il était à l'époque. Non seulement il n'y a pas de portrait, mais Bruegel peint toujours une collectivité. Ce qui donne d'ailleurs à son tableau, même quand il est petit, une sorte d'ouverture panoramique sur l'immensité. L'homme est toujours partie prenante de tout un peuple. Et dans ce peuple, dans l'humanité en général, qui je crois est le vrai sujet de Bruegel, comme cette célèbre estampe qui s'appelle Ek, c'est-à-dire un chacun, il peint toujours un chacun, tout un chacun, et non pas un individu qui, par sa personnalité, se distingue des autres. Eh bien, dans cette foule de l'humanité, ce sentiment générique de l'humanité rassemblée sous le génie vraiment visionnaire de ce point de vue-là de Bruegel, se produit comme un détail infime, un événement crucial qui peut être, par exemple, le portement de croix, ou qui peut être, bien sûr, la conversion de Paul sur le chemin de Damas, en fait, dans un paysage alpestre magnifique, qui est inspiré des dessins que Bruegel avait fait dans sa jeunesse, lors de son voyage en Italie, en passant par les Alpes. Alors, la conversion de Saint-Paul, Dominique Rollin. Oui, c'est un tableau absolument ahurissant. Le personnage de Saint-Paul et du côté anecdotique de sa situation se déroule dans un extraordinaire tableau d'ascension, avec des rochers, avec des pics montagneux immenses, et il faut vraiment regarder de près pour s'apercevoir que le vrai sujet du tableau, c'est-à-dire la conversion de Saint-Paul, n'est qu'un incident, une petite anecdote liée à quelque chose qui le dépasse complètement. L'être humain, pour lui, n'est qu'une sorte d'insecte agissant, aimant ou non, se défendant, tuant ou non, mangeant ou non, dormant ou non, mais qui n'a aucune importance en soi-même parce qu'il y a la nature tout autour, voilà, le ciel, la solitude. Il y a une solitude extraordinaire émanant des œuvres de Bruegel, malgré ces grouillements de foule. Ces fameuses fêtes de campagne, dans ces kermesses, dans ce sens de la fête magnifique, populaire et villageois, où les gens chantent, boivent, rotent des gueules. Il y a cette turbulence du monde, mais chacun est un monde en soi. Le corps est un univers d'une complexité hors norme, et déverser son propre corps, vomir, comme on le fait dans les tableaux de Bruegel, c'est rendre la vie à la vie. Et il le fait par le biais de la vue. Moi, j'aime l'aspect éruptif, intempestif, salutaire et extraordinairement physiologique des peintures de Bruegel, parce que rendre la vie, incarner la vie par le corps, c'est rendre la vie vivante et ne pas en faire une abstraction lyrique comme on le fait souvent en peinture. J'aime l'aspect physiologique, intrinsèquement physique des toiles de Bruegel. Lorsqu'on regarde une toile de Bruegel, on sait toujours où on est. D'où d'ailleurs ce décentrement magnifique, magique qu'il fait avec la chute d'Icare, par exemple. C'est au départ une scène de genre, puisqu'on voit un paysan
qui racle le sol par le socle de sa charrue. On voit aussi toute une sorte de paysage fantasmatique, je dirais, pas idyllique, mais rêvé, un paysage onirique, dans des teintes turquoises, tout à fait irréelles. On voit quand même aussi, dans ce monde terrien, où justement le paysan a les pieds sur terre, et la tête inclinée vers son ombre qu'il projette en avançant, on voit des éruptions minérales au sein de la mer sur laquelle flotte un bateau, et c'est ainsi que dans le coin droit du tableau, non loin d'une sorte de silhouette rivée ou campée dans le coin droit du tableau, se noie Icare, ce fameux mythe éternel de l'histoire de l'homme qui quelque part rêve de s'envoyer en l'air bien plus haut que ne le porte son propre poids, et dont ne dépasse à la surface de l'onde que les deux jambes qui s'ébattent, puisqu'Icare se noie. Et c'est vraiment une position renversante, comme vous dites, dans le mal du pays. La chute, évidemment, qui est l'exil du paradis, le poids de la faute qui entraîne l'homme vers le bas, et donc la punition, la sanction à travers, je dirais, la morale judéo-chrétienne. Et donc Icare, qui incarne évidemment le mythe de l'envol, de l'homme qui pourrait lui aussi devenir un oiseau, Bruegel le fait se noyer. Mais je pense que cette métaphore, encore une fois, parce que ce sont des tableaux métaphoriques, et c'est ça qui fait que ces œuvres sont pérennes. Le mythe d'Icare, pour moi, me mène tout de suite à Panamarenko, avec ses machines tout à fait extravagantes d'ingénierie, conçues comme des libellules de fer, d'acier, de bois, de balsa, qui sont à la fois des machines rêvées, des machines impossibles, des machines rêvées pour faire semblant de pouvoir voler, sachant qu'elles ne décolleront pas. Il faut dire, Patrick Rogis, que Panamarenko est un artiste contemporain belge. Oui. Qui vit à Anvers, qui n'a jamais quitté Anvers. Et c'est vrai que parmi tous les délires impossibles, où on peut dire que d'une certaine manière, il ressuscite ou perdure, au fond prolonge de manière plastique les rêves mécanistes de la Renaissance. Et tout le rêve de Panamarenko avec ses machines extravagantes, qui sont à la fois comme l'aéromodélaire, son propre nom, Panamarenko venant de Paname, je pense que sont une ressurgence du mythe d'Icare. Alors on ne s'attend pas à voir Bruegel, le terrien, Bruegel, l'homme de l'anecdote comme ça, Bruegel un peu terré dans sa terre et dans son terreau et dans son terroir, ressurgir dans le ciel aérien, dans les aérolithes magnifiques de Panamarenko, qui nous incite au rêve, à l'évasion et à l'envol à travers ces créations mirifiques, désespérantes et impossibles d'un enfant qui ne pourrait jamais complètement concrétiser ses rêves perdus. Ainsi, chez Bruegel, dans Icare, comme tout se détourne comme à loisir du désastre. Le laboureur avait-il entendu l'éclat sur l'eau, l'adieu d'un cri, que cette fin pour lui fut banale? Le soleil brillait comme il se doit sur les jambes claires prises dans l'onde verte, et le gracieux vaisseau déployé qui avait dû voir quelque chose d'étrange, un enfant tombant du ciel, devait se rendre quelque part et calme suivit sa route. Western Youth Oden.
un thème qui est commun à l'art de Jérôme Bosch et à l'art de Pierre Bruegel l'Ancien, qui est celui de la distorsion, disons, entre la périphérie et le centre, entre la marge et le foyer de l'image, thème qui n'est pas sans rapport avec l'infirmité de la vision humaine, puisque lorsque je regarde la marge, je manque le centre, lorsque je me fixe sur le centre, eh bien, je masque les marges, pour ainsi dire, et par conséquent, je découvre ainsi l'incomplétude du regard humain, son infirmité, son aveuglement. La parabole des aveugles est, avant d'être peut-être une parabole morale, et surtout une réflexion sur la pâture, sur l'aveuglement des hommes, chez Bruegel. Et comment avoir un regard précisément total qui embrasse l'immensité dans une seule perspective sans être certain de manquer le détail. Alors, chez Bosch, le thème de la marge et de la périphérie s'organise en termes d'exclusion. C'est le cas de l'escamoteur, où au centre, il y a le tour de l'escamoteur, dans la marge, il y a le voleur qui coupe la bourse. Bien sûr, la figure du badaud qui est dupé, elle-même ne voit que le centre et manque la marge et par conséquent perd son or. Mais le spectateur lui-même du tableau, parfois, fasciné par le tour de l'escamoteur, ne voit pas au premier coup d'œil le voleur qui, dans la marge, coupe la bourse. Chez Bruegel, nous allons retrouver également cette question du détail. C'est moins le centre et la périphérie, mais le détail qui est enfoui dans une immensité proliférante, grouillante, et qui par là nous échappe au premier regard, si bien que, comme les aveugles qui tombent dans le fossé, nous pouvons très bien, expérience que chacun connaît, regarder le tableau sans le voir. Le Christ n'est pas du tout exclu dans le portement de croix, il est intégré dans le peuple. C'est-à-dire que l'événement essentiel, ce détail infime qui se produit au sein de l'humanité immense et dont le sort de l'humanité dépend, comme Conversion de Saint Paul ou la chute du Christ, eh bien, ce détail n'est pas caché par un Dieu maléfique ou par un maléfice, par le stratagème d'un escamoteur. Il est intégré. Nous ne le voyons pas parce que il est un parmi des millions d'hommes. Françoise Robert-Jones, c'est aussi un tableau avec lequel vous avez vécu le dénombrement de Bethléem, puisqu'il est à Bruxelles également. L'évangile de Luc raconte qu'il y a eu un édit de l'empereur Auguste qui souhaitait le recensement de la population, et Marie et Joseph, Marie enceinte, sur son âne, arrivent à Bethléem. Donc la scène se passe à Bethléem pour être recensée parmi la population. Mais en même temps, c'est une scène de perception d'impôt, bien du XVIe siècle, parce que tout indique que nous sommes d'abord dans un lieu qui est un village brabançon, pris par la neige, pris par la glace, et toute cette scène est en fait, je dirais, picturalement saisie par l'hiver, en ce sens que, on le sait, toutes les analyses l'ont montré, sur la préparation du bois, du panneau, Bruegel a mis une couche de blanc de plomb, et ce blanc ressort physiquement à travers les couleurs qu'il y a mises par la suite, et notamment dans ce ciel qui est admirable, qui est vraiment un ciel d'hiver bleuté, mais où on sent la neige à travers, mais on la sent physiquement puisque le blanc de plomb apparaît. Et c'est toute cette magie de la couleur et de nouveau toute cette répartition des personnages dans une composition tout à fait variée, anecdotique, mais aussi synthétique, que ce tableau est absolument unique. Et au niveau des détails, alors absolument saisissants, vous avez les enfants qui jouent dans la neige, vous avez des boules de neige que l'on sent vraiment
s'écraser sur le dos des gosses. Vous avez des feux, vous avez cette admirable figure de la pie, qui est de nouveau l'oiseau de Satan, mais qui est aussi une pie, dont le pinceau de Bruegel, il l'a fait ça, on le sent quand on le regarde de près, ce détail. C'est un coup de pinceau et puis un tout petit coup de pinceau pour le blanc de son ventre, mais c'est comme une note de musique sur les branches dénudées du haut de cet arbre. C'est absolument extraordinaire. Et des notes anachroniques, parce que tu as la Vierge enceinte, mais tu as l'Église qui est là. Or, c'est impossible. Mais je crois que c'est ça aussi qui est important chez Bruegel, c'est que il est de son temps. Et par conséquent, il pratique l'anachronisme forcément quand il fait des tableaux religieux. Mais à notre niveau, cela crée une unité qui donne le temps d'aujourd'hui aussi. Je crois qu'il y a cette actualité, moi, qui me frappe toujours chez Bruegel et qui est due, je crois, à cette conjugaison absolument équilibrée entre l'homme, la nature et éventuellement une idéologie. Peter Bruegel, Florence de Volder, avait évidemment deux fils qui étaient peintres, qui sont devenus peintres, et de père en fils. Comment est-ce que Pierre Bruegel passe le relais? Eh bien, écoutez, Pierre Bruegel est mort très jeune. Il est mort à 44 ans et il laisse deux fils. Pierre, qu'on appellera d'Enfer, c'est plus facile, qui a 5 ans, et Yann, qui s'appellera De Velours, pour le séparer de ses enfants qui ont aussi tellement de talent, et qui a 3 ans. Donc le relais ne pouvait pas passer directement. Il est certain que l'atelier, les dessins, les calques, tous les historiens d'art s'accordent pour dire qu'ils ont été conservés. Mais la transmission, si l'on se réfère à la compréhension de la vie de Bruegel, a certainement été fait par la grand-mère et par Maria Verhulst. Maria Verhulst va assurer cette transmission, la conservation des œuvres, et c'est pour ça que les fils vont continuer dans la forme, je dirais, pour Pierre d'Enfer, et dans l'esprit, pour Bruegel de Velours, la mission du message humaniste. Alors, effectivement, dans l'œuvre de Bruegel, il y a un tableau tout à fait saisissant, je parle de Pierre l'Ancien, qui s'appelle La Tour de Babel. Et cette tour de Babel monte au ciel. C'est donc le projet tel qu'il est décrit dans la Bible. Mais si l'on veut bien regarder de plus près, comme toujours, on va s'apercevoir que c'est une véritable nomenclature descriptive de tous les métiers. On assiste, bien sûr, il faut regarder avec une loupe, et on voit que de la mer où viennent les bateaux pour ravitailler ceux qui vont monter les pierres, on voit tous les instruments de levage, on voit tous les ouvriers en train de lever ces pierres, en train de les transporter. Ils ont des sortes de brouettes, ils s'activent par deux, ou encore plus nombreux. Enfin, on assiste à tous les événements qui sont rassemblés pour construire un monument absolument hors du commun. Et je pense que dans la mesure où ses fils n'ont pas eu de contact avec lui, je crois que surtout que Bruegel de Velours, c'est peut-être effectivement en regardant ce tableau qu'il va créer son œuvre. Son frère a continué l'œuvre, donc Pierre d'Enfer a continué en représentant aussi des scènes de danse, des scènes de taverne, mais Bruegel de Velours, lui, va travailler selon l'esprit. Donc, il va vouloir représenter la valeur humaine, mais pour ne pas rentrer dans le système de la description des métiers, et ça devenait presque impossible parce que les métiers étaient de plus en plus complexes. On ne peut pas décrire tous les métiers de l'époque ou le géographe. Donc, pour éviter cette description qui aurait été peut-être un peu oiseuse finalement, il va nommer, et il va ouvrir pour ça tous les sujets de la peinture, c'est-à-dire il va nommer tous les objets et tout ce qui a été créé de son époque. Donc, on va assister à une encyclopédie de tout ce qui est créé par la main de l'homme à la période de Bruegel de Velours. Alle Menschen
sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. À toi, Bruegel le drôle, Bruegel des marolles, Bruegel des paysans, des vilains joyeux, des goujats miséreux, des gras poupards, des maigres blafards, des reîtres babillards, des ribots de cuissottés, des commères fessus, des mégères goulus, des soudards crachant leurs dents, des lance-quenets dévorants, des patients hurlants, des médecins ignorants, des charlatans savants, des arracheurs de canines, des avares 当人们由东方迁移的时候 Als sie von Osten kamen, fanden sie eine Anlehnung im Land China und siedelten sich dort an. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Sennar. Alors, Patrick Rogers, il y a un mot bruxellois qu'on prononce Babeler, qui est du patois, du 100% bruxellois. Et il est inspiré du fameux mythe que célébra Bruegel l'Ancien en peignant la tour de Babel. Mais c'est vrai que m'a frappé de manière consonantique le rapport entre la tour de Babel, dont tout le monde connaît le mythe, qui viserait comme ça à conquérir les cieux et à réunir l'ensemble des langues du monde, et le babelaire, et même la babelute, la babelute qui est ce bonbon au caramel qu'on a inventé en Belgique et qui colle aux dents d'ailleurs, mais en même temps le babelaire, le broubelaire, le bruxelaire, c'est-à-dire cette langue qu'on broubelle, cette langue qu'on bruegelle au fond, cette langue qui est une langue inouïe, qui est une langue d'assonance, une langue de consonance, une langue d'allitération, et une langue inouïble au sens propre du terme, c'est-à-dire une langue qu'on ne parle plus. Et effectivement, le babelaire est la seule existence, à mon avis, pour moi qui suis d'origine bruxelloise, d'une langue autochtone, d'une langue indigène. Et le babelaire, pourtant devenu une sorte de sabir universellement reconnu à travers les cases d'Hergé, puisqu'il a joué comme ça avec le bruxellois, et d'ailleurs, je pense qu'avec beaucoup d'ironie, il ne faudrait pas dire la tour de Babel, mais réellement, profondément, la tour de Babelge. But the Lord came down to see the city. Des démons turlupinants, des peintres héroïques, encore diablesses modernes, surchauffées, allumant moines et grillards, damnés, gigotants, braisés à l'anglaise, singes volutés, habillés d'arabesques, beautés tripatouillés, chatouillant rois burlesques, cardinaux à bec de merle, procureurs bouffis, rougis par des homards, grands juges, pincés au nez camard, des chaudières et des marmites, des pieds de veau et des lèches frites, des proverbes nuancés, des babels ironiques, des paysages surprenants, des oiseaux extra-comiques, des noces gaufrées, des mariées épaisses, grasses de baisers, des chats minets miauleurs, des chiens galeux arrosant les rois mages et d'images, des batailles, des bagarres et des dévastations. James en sort. Książę, Ma il signore discese per vedere lo sciacquo della torre in cui stavano costruendo i figli dell'uomo. Jacques Derrida. Cette totalité de l'humanité n'a de sens que dans la mesure où elle s'intègre elle-même à une totalité supérieure qui est la totalité cosmique, qui est la totalité du paysage, de la terre. C'est-à-dire que chez Bruegel, on a non seulement l'idée de l'unité du genre humain, par-delà les différences de classe sociale, je faisais allusion tout à l'heure à la prédication de Jean-Baptiste, eh bien, il y a là il y a des bohémiens, il y a des bourgeois, il y a des gueux, toutes les classes sont rassemblées dans la ferveur commune de l'écoute du prédicateur. Donc, non seulement la société est homogénéisée, ou du moins dans l'idée du genre humain, mais plus encore, l'idée du genre humain apparaît dans la peinture de Bruegel en rapport, en relation, en parallèle avec l'idée de l'unité de la Terre. Après tout, il y a peu de temps, à l'époque de Bruegel, ça fait un demi-siècle,
qu'on vient vraiment de comprendre que la Terre est ronde et qu'il n'est pas question de sortir de cette boule. Enfin, je veux dire qu'on en a fait le tour, hein, car on le savait certes depuis l'Antiquité, mais là, on a expérimenté cette finitude ou rotondité, et la Terre forme une totalité. Et le paysage comme totalité, comme décor grandiose de la kermesse humaine, de la fête qui rassemble les hommes, le paysage forme lui-même une sorte de totalité magnifique. Et c'est au sein de cette terre une, immense, majestueuse, silencieuse, qui regarde souvent avec indifférence les malheurs des hommes. De même qu'il est parfois possible, par exemple sur la chute d'Icare de Bruxelles, il est possible de deviner la courbure de la ligne d'horizon, comme si Bruegel voulait introduire la finitude de la condition humaine et la rotondité de la Terre. Et souvent ces paysages panoramiques nous donnent le sentiment qu'il n'y a qu'une seule Terre, ce qu'évoque la courbure de l'horizon. Philippe Robert Jones, vous dites très justement que Bruegel n'est pas un imagier, mais essentiellement un peintre. Oui, je crois que c'est un des premiers peintres qui ait donné à l'expression une certaine liberté. Il est encore évidemment prisonnier du sujet parce que on ne se débarrassera du sujet finalement que, je sais pas moi, au 19e ou au 20e siècle, mais il a déjà avec le sujet une liberté de rapport très grand et il prend le sujet et il en fait sa chose, ce qui est évidemment le fait de tout créateur. Et c'est un très grand créateur. Un créateur est quelqu'un qui saisit le monde extérieur ou qui saisit son monde intérieur pour le sortir, peu importe, et le faire épouser l'extérieur. Ça dépend dans quel sens ça fonctionne chez lui, mais je crois que Bruegel est un créateur au sens plein du terme. Ce n'est donc pas un imagier, c'est un créateur en peinture parce que c'est ça son langage et qu'il a su donner à ce langage une flexibilité et aussi une densité émotive très grande. Et en quoi est-il véritablement un novateur à son époque? Il est un novateur à son époque parce que justement, et sans doute n'est-il pas le premier novateur dans ce sens-là, parce qu'enfin l'Italie est ouverte depuis au moins un siècle à l'humanisme. L'humanisme est plus tardif chez nous, mais s'il est plus tardif dans la peinture flamande, il n'en est pas moins expressif et pas moins puissant. Et je crois que c'est dans cette liberté de facture, dans cette libération qu'il apporte à une tradition qui est assez figée, sans pour autant être prisonnier de l'influence italienne, parce que l'italianisme, à son époque, à Bruegel, aura beaucoup de succès et va, je dirais, déformer un peu la peinture, la sensibilité foncière de la peinture flamande, tandis que Bruegel, lui, saura libérer cette peinture flamande de l'intérieur et lui donner une expressivité propre. C'est beau, hein, cet ocre-là du sol. Hein? Magnifique. C'est Pi, ça, que ça s'appelle, ce jeu? Jeu de Pi, ça s'appelle en français? Jeu de la toupie. Toupie, d'accord. On a ça aussi chez nous.
Wat is het koud, o kindje teer, hier in uw armen staat. Les ciels de Bruegel, il y a des vues de la mer du Nord, donc, qui est une mer tout à fait à part. Hein. Ça n'a rien à voir avec les autres mers, ce côté sombre, ce côté violent, ce côté déchaîné. Et tout ça, c'était son univers à lui. Là, l'espace est possédé par Bruegel. Il y a aussi un étang qui était gelé au moment de la mauvaise saison, et tous les enfants de Bruxelles venaient y patiner et jouer avec leurs petits traîneaux, etc. C'était des traîneaux. C'était joli. Et alors le froid de la Belgique qu'on sent dans les œuvres de Bruegel. Personne au monde, comme peintre, n'a réussi à donner cette impression de glace, cet air glaciaire, la lumière glaciaire. C'est tellement beau. Une vie, une œuvre, Pierre Bruegel l'Ancien. Avec Philippe Robert Jones, conservateur en chef honoraire des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, et Françoise Robert Jones, auteur de Bruegel aux éditions Flammarion. Jacques Dariuila, philosophe, auteur de Métaphore du regard aux éditions Lagune. Florence de Volder, galériste, auteur de La peinture flamande du XVIe au XVIIIe siècle, aux éditions Flammarion. Dominique Rollin, écrivain, auteur de Plaisir, aux éditions Gallimard, L'Infini. Patrick Rogiers, écrivain, auteur de La Belgique, aux éditions Découverte, Gallimard. Et Eloïsa Novaes, peintre, galerie Jane Roberts Fine Arts à Paris. Texte lu par Anne Dupuis et Frédéric Prévost. Documentation Maria Contreras. Coordination Elena Snider. Prise de son Éric Audrat, Yves Lehors, Michel Mestre. Mixage Benjamin Vignal. Une émission de Luc Ponette réalisée par Isabelle Huel.